Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois à notre webinaire organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Je m'appelle Amy Togo, agent de communication et de développement au regroupement Lavallois pour la réussite éducative, l'organisation qui coordonne les journées dans la région de Laval. Les Journées de la persévérance scolaire, c'est une semaine spéciale où on parle beaucoup de persévérance, on parle de l'importance d'avoir un diplôme et de l'importance aussi de cultiver des rêves et des projets d'avenir. Depuis près d'un an déjà, on vit un contexte qui est assez particulier et pour cette raison, dans le cadre des JPS de cette année, on prend un moment pour vous dire bravo à vous, les élèves, mais aussi les adultes qui vous accompagnent dans votre cheminement scolaire parce que vous continuez à persévérer puis vous faites preuve d'une grande résilience malgré les difficultés qui sont engendrées par la situation de la COVID. Donc, on tenait à vous dire bravo, à vous dire que vous avez toute notre admiration, qu'on vous applaudit et qu'on vous encourage à continuer ainsi pour finir votre année scolaire en beauté. Donc, aujourd'hui, on a 4 expertes et intervenantes du Collège Montmorency et du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, 4 intervenantes qui ont à cœur la réussite et la persévérance scolaire des jeunes. Elles ont été invitées pour vous donner des conseils et des stratégies concrètes pour surmonter les défis liés à l'école à distance et à la pandémie. Donc, elles vont aborder, entre autres, des sujets comme l'espace physique et mental, les stratégies d'études, le stress, la démotivation et la procrastination. Il y aura en tout 3 présentations consécutives. Chacune devrait durer environ 15 minutes et nous allons terminer le webinaire avec une période de questions. Mais avant de commencer, j'aurai quelques consignes à vous donner. On vous recommande d'utiliser le navigateur Chrome pour le visionnement optimal. On aimerait vous rappeler aussi que malheureusement, les conférencières ne peuvent ni vous voir ni vous entendre. Donc, on va vous inviter à interagir avec nous, à vous envoyer vos commentaires ou vos questions via la fonction questions et réponses de la plateforme. Donc, si vous regardez à droite de votre écran, il va y avoir un icône avec un point d'interrogation. C'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser cette fonction-là. Et il se peut, par contre, que si vous n'avez pas de courriel plutôt lié à Microsoft, que vous n'avez pas l'application Teams, que vous ne puissiez pas être en mesure de poser votre question via le clavardage. Dans ce cas-ci, on va vous inviter à vous diriger vers notre page Facebook, donc la page Facebook du regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Vous trouverez le lien dans la question et réponse. Et de nous soumettre vos questions dans la publication située en haut de la page. Donc, vous allez facilement la repérer. C'est le Q&R lié à notre événement d'aujourd'hui. Ensuite, tel que mentionné dans mon courriel, il y aura des parties interactives où vous serez invité à participer, à donner vos idées, vos commentaires. Donc, je vous invite déjà à ouvrir les sites menti.com et framemo.org/allo sur votre ordi. Je suis allée vite, mais c'est parce que je vous inclus aussi ces sites web-là dans le Q&R. Donc, vous irez cliquer là-dessus pour ouvrir déjà ces onglets sur votre ordinateur. Voilà. Pour ce qui est de Menti, il y a aussi un mot de passe qui est inclus. C'est un chiffre non, c'est ça. Il y a 7 chiffres que vous allez devoir insérer pour tomber sur le formulaire lié à la présentation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Marie-Catherine Robitaille-Rebello, qui sera suivie de Ursule Desjardins. Donc, les 2 intervenantes jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. Celles-ci vous parleront de l'importance de l'organisation de votre espace mental et physique afin que vous puissiez vous donner les conditions idéales avant même de commencer à étudier. Donc, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde, désolée pour le petit délai. Donc, comme Amy l'a mentionné, c'est moi et ma collègue Ursule qui allons débuter avec l'organisation de son espace physique et mental pour les cours à distance. Pour ma part, je vais me concentrer sur l'espace physique et ma collègue Ursule va poursuivre avec l'espace mental. D'abord, on voulait vous faire participer un peu via un petit quiz. Donc, comme Amy l'a mentionné, vous pouvez aller donner vos réponses sur menti.com. Je crois que vous n'aviez pas le code, donc je vais vous le partager à l'instant. C'est le 7689032. Donc, le 7689032. Ils vont vous le demander pour avoir accès.
La question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pourrait nuire à la productivité de ces deux étudiants? Donc, les deux étudiants que vous voyez dans les images. Veuillez partager à l'instant dans menti.com et on va voir vos réponses en direct. Donc, si jamais vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez écrire dans le chat. On peut peut-être vous aider à vous connecter. Donc, pour l'instant, je vois une réponse, donc cellulaire, nourriture, pyjama. Ça fait en effet partie des éléments qui pourraient nuire aux étudiants dans les photos. Je vais quand même vous laisser un petit instant pour pouvoir partager d'autres réponses. Excellent. Donc, le désordre, en effet, qui vient de s'ajouter. Je sais que les premières réponses, ça peut peut-être être un petit peu plus long, là, vous connectez connaître le menti.com, mais je vous invite vraiment à le faire puisqu'il va y avoir d'autres questions durant la présentation. Cellulaire, sandwich. Ah, les post-it, en effet, autant ça peut être aidant que ça peut nuire pour certains. Surcharge visuelle. Excellent. Donc, c'est vraiment plein de bonnes réponses. Je vais quand même poursuivre. Donc, je vais commencer avec l'espace physique. Évidemment, il y a plusieurs choses à prendre en considération durant la période de travail et d'études par rapport à son espace physique. Il y a d'abord le lieu. Donc, idéalement, on va favoriser un endroit qu'on consacre uniquement aux études. Donc, par exemple, un bureau. Mais évidemment, on sait que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir accès à un bureau à la maison. Donc, vous pouvez vous tourner vers une pièce fermée. Par exemple, une chambre. Si jamais vous êtes seul dans votre chambre, vous pouvez simplement fermer la porte. Par contre, ce n'est pas dans l'optique d'être couché dans votre lit et écouter votre cours, mais vraiment plus pour aménager un petit espace, un petit coin dans votre chambre avec un bureau et une chaise. Il faut vraiment être concentré. Si ces deux premiers points-là, ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez aménager un espace différemment lors de la période d'études. Ce que je veux dire, c'est par exemple, si vous étudiez à la table de la cuisine, vous pouvez simplement vous asseoir à un endroit différent de l'habitude, de la place que vous avez l'habitude de manger. Simplement pour faire le lien entre quand je m'assieds à cet endroit, c'est pour étudier, me concentrer, et quand je m'assieds à cet endroit à la table de la cuisine, c'est vraiment pour manger, pour relaxer, pour que votre cerveau comprenne bien la nuance entre les deux. Je vous repose une nouvelle question. En fait, moi, je voudrais savoir, vous, à quel endroit est-ce que vous avez l'habitude d'étudier ou de suivre vos cours en ligne à la maison? Toujours sur menti.com, donc on attend vos réponses en direct. Vous avez le code d'accès toujours en haut, donc le 7689032. Donc, table de cuisine, chambre. OK. Donc, quand ça apparaît en plus gros, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont nommé la même chose. Donc, on voit que chambre, c'est plus populaire. Ça continue à rentrer, parfait. Donc, on voit chambre, bureau de ma chambre, c'est vraiment ce qui... Ah, mon lit, donc un petit peu peut-être moins propice à la concentration. C'est intéressant de voir vos réponses. Mais ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup dans la chambre. Certains vont avoir aménagé un espace, d'autres non. Il faut aussi prendre en considération les bruits. Donc, il peut y avoir des bruits favorisant l'étude et des bruits nuisant à l'étude. Donc, en ce qui concerne les bruits positifs, on va trouver les bruits blancs. Donc, un bruit blanc, ça peut être, par exemple, c'est tout bruit de fond. Donc, par exemple, la fan qui tourne, donc un ventilateur. La musique classique, donc c'est prouvé que la musique classique peut aider à la concentration, à l'assimilation de nouvelles matières. Il y a aussi la musique sans parole. Là-dedans, on peut inclure tout ce qui est bruit de nature, comme le son des vagues. Du côté des bruits nuisants à l'étude, donc les bruits négatifs, il y a les bruits de notification cellulaire. On le sait, on a toujours accès à notre cellulaire, donc ça peut nuire au niveau des notifications. L'idéal, ça va être soit de fermer, soit de mettre en mode avion. C'est vraiment trouver le moyen pour vous qui est efficace. Il y a aussi la télévision. Si jamais vous avez une série qui joue pendant que vous étudiez, bien, évidemment, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il y a la musique avec parole, donc autant que la musique
classique et sans parole peut aider à l'étude, la musique avec parole, elle, peut nuire. Et finalement, il y a famille et amis qui parlent à côté de vous, ça aussi, ça peut nuire. En fait, tous ces éléments-là que je viens de dire dans Brunisant aux études, pourquoi ça peut nuire, c'est que le cerveau réagit très facilement et rapidement à tous les stimuli qui l'entourent. Donc, si vous avez la télé qui tourne pendant vos études, ça se peut qu'il soit déjà concentré à écouter la série plutôt que de se concentrer sur l'assimilation de nouvelles matières. Donc, ça, c'est évidemment tout inconscient, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça peut se produire. Il y a aussi l'éclairage. En fait, c'est important d'avoir un bon éclairage, de un, pour rester stimulé et aussi pour ne pas fatiguer ses yeux. Pour ça, on va vraiment privilégier tout ce qui est lumière naturelle. Pour ça, on peut étudier près d'une fenêtre si vous avez la chance d'avoir une fenêtre et un bureau près. Mais si jamais vous n'avez pas la chance, bien, ça va être une pièce qui est éclairée. Le plus possible qui se rapporte à la lumière naturelle. Si jamais vous êtes dans une pièce plus sombre ou vous étudiez plus tard en soirée, bien, à ce moment-là, ça va être d'avoir une lampe de bureau. Donc, une lumière qui est beaucoup plus vive, plus directe, mais qui va vraiment aider lorsqu'il fait plus sombre. Ensuite, il y a la propreté de l'espace de travail. Donc, c'est important d'avoir un bureau dégagé et une pièce rangée, simplement toujours pour rester concentré et être plus efficace dans son travail. Donc, pas chercher les choses et pas se laisser déconcentrer par une pièce qui pourrait être bordélique. Dans la même lignée, il y a l'accès rapide aux outils de travail. Donc, des petits trucs qu'on vous suggère, c'est par exemple d'avoir un bac ou un tiroir qui contient le matériel d'études. Donc, évidemment, vous l'ajustez selon votre niveau d'études, selon votre domaine d'études. Moi, ici, je vous ai vraiment juste écrit des moyens de base. Donc, crayon, mine, feuille, calculatrice, seulement de base. Ça va être aussi d'avoir les livres nécessaires, donc de base, dictionnaire, échelle, etc. Mais toujours les livres plus spécifiques à votre domaine d'études. Donc, si vous étudiez en histoire, d'avoir vraiment tous vos livres d'histoire à proximité pour ne pas les chercher. Finalement, il y a la posture. En fait, c'est important d'avoir une bonne posture, de un, pour rendre la période d'études plus positive. Donc, si jamais vous avez des douleurs, vous êtes inconfortable et ça va être moins le fun d'étudier à ce moment-là. Mais aussi pour être plus concentré sur votre période d'études. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une mauvaise posture de travail, ça peut avoir plusieurs conséquences, notamment avoir des douleurs à la nuque, aux épaules, au dos, aux genoux et une fatigue visuelle. Ici, dans l'image, vous pouvez voir un exemple d'une bonne posture. Je ne vais pas tout le regarder en détail avec vous, mais il y a notamment d'avoir les coudes à 90 degrés et d'avoir une distance de ses yeux à l'écran entre 60 et 90 cm. Vous allez avoir le PowerPoint, donc vous pourrez le regarder plus en détail, mais je vais laisser la chance à ma collègue Ursule de poursuivre avec l'espace mental. Donc, bonjour, moi c'est Ursule, la collègue de Marc-Catherine au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, comme elle dit, je vais poursuivre avec ce qui est de l'organisation de l'espace mental, mais avant toute chose, on a une autre question sur menti.com pour vous. Donc, suite à ce que vous avez appris avec Marc-Catherine au niveau de l'organisation de votre espace de travail à la maison, est-ce que vous considérez que votre environnement de travail est favorable à vos apprentissages ou au contraire, s'il y aurait besoin de certaines modifications pour être optimal? Donc, sur les trois photos ici que vous voyez, c'est justement des organisations qui seraient idéales. Donc, on voit, bon, l'éclairage est bien près d'une fenêtre, l'ordinateur est au niveau des yeux, l'espace est dégagé. Donc, je vais vous faire répondre ici sur menti.com. Vous avez simplement à cocher oui ou non si vous considérez que votre espace de travail à vous, c'est satisfaisant. Okay. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il y a des choses à améliorer dans leur espace de travail. Donc, je pense que c'est une bonne chose que vous soyez inscrit à l'atelier d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir mettre les petits trucs en pratique. Pour moi, ce que je vais regarder, c'est vraiment au niveau d'organisation mentale de notre technique de travail. Donc, la première des choses, c'est de déterminer c'est quoi le bon moment de la journée pour moi pour étudier qui me rend le plus productif. Donc, on est tous différents
Certains, comme moi, vont être beaucoup plus productifs le matin, d'autres, ça va être en soirée. Et un coup qu'on a ciblé ça, bon, moi, je suis plus productive le matin, mais je vais essayer de planifier mes périodes d'études en fonction de ça. Ça va être beaucoup plus facile par la suite. Première question, Manti, pour vous. À quel moment de la journée vous pensez que vous êtes le plus productif? Donc, on a la soirée, la matinée. C'est sûr que c'est plus, en fonction de notre horaire qu'on a, des fois c'est plus difficile. Moi, je dis que je suis plus productive le matin, mais le matin, je travaille, fait que je ne suis pas nécessairement des études. Mais bon, quand on a les journées de congé et tout ça, mais de cibler ce moment-là, ça va être l'idéal. Merci pour vos réponses. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a la routine qui n'est pas à négliger non plus. Fait que oui, le même moment de la journée. Si vous autres êtes plus productifs, par exemple, l'après-midi, c'est d'essayer de cibler nos périodes d'études en après-midi, mais aussi le même endroit, parce que le cerveau va reconnaître nos routines et nos habitudes. Fait que si je m'installe, par exemple, à un moment donné dans l'autobus pour étudier, à un autre moment donné devant ma série télé dans le salon, à un autre moment donné pendant que je suis en train de souper dans la cuisine, le cerveau n'arrive pas à savoir que OK, je suis disposée à étudier. Tandis que si vous êtes toujours à votre bureau, dans la chambre, à peu près au même moment, bien là, il va créer sa routine, puis il va être plus disposé, il va être plus réceptif au niveau de la concentration et la mémorisation. Donc, dans la mesure du possible, c'est de respecter ça. Par rapport à l'horaire maintenant, donc, c'est pas de négliger de prendre des pauses régulièrement. C'est sûr que si vous décidez que vous étudiez une demi-heure en revenant de l'école, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une pause, mais au contraire, si vous préparez des gros examens et vous dites cette journée, mon samedi est dédié complètement à l'étude, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut ajouter des pauses là-dedans, sinon la motivation, la concentration, la productivité vont baisser drastiquement au courant de la journée. Donc, pour ce qui est de la durée des pauses, on y va vraiment au besoin selon son rythme, quand on ressent qu'on en a besoin d'une. Mais les pauses de la durée, là, ça devrait être entre 10 minutes et 25 minutes environ. Donc, si j'ai étudié pendant peut-être 50 minutes, 1 heure, une pause de 10 minutes serait la bienvenue. Si au contraire, j'étais capable de faire un bon 90 minutes, 2 heures, là, à ce moment-là, une pause de 25 minutes, ça pourrait être optimal. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces pauses-là? Il y a les collations, collations santé, fait que fruits, légumes, noix qui peuvent nous aider. Prendre une marche à l'extérieur parce que l'air frais va nous aider à nous rafraîchir la mémoire, favoriser une meilleure circulation sanguine, nous rendre plus énergiques, sans toutefois, là, comme si on a fait une grosse activité physique. Il y a la lecture. Évidemment, on va essayer de cibler une lecture qui n'est pas en lien avec ce qu'on est en train d'étudier. Activité modérée, prendre une douche, la méditation, une petite séance de yoga peut être la bienvenue aussi. Ce qui est à éviter, c'est la malbouffe, les siestes de plus de 20 minutes, les distractions numériques, parce qu'on a accès à beaucoup de contenu, par exemple le téléphone, les réseaux sociaux, puis après ça risque de rester dans notre tête puis de nous distraire pendant quand même longtemps. Activités sportives trop intenses aussi seraient à proscrire. Et puis, un petit truc, c'est de se mettre une minuterie aussi pour ne pas oublier, d'une part, de prendre sa pause et ne pas oublier de se remettre au travail aussi après notre pause. Parce que si je suis en train de lire, par exemple, mon bon roman pendant ma pause, ça se peut que je ne regarde pas l'heure à toutes les 5 minutes, puis que je passe tout droit, je me laisse absorber là-dedans. Fait qu'une minuterie, ça pourrait être un outil intéressant pour ça. Ensuite de ça, 3 outils indispensables pour bien gérer son horaire. Évidemment, vous reconnaissez l'agenda papier, l'agenda dans notre cellulaire, fait que l'agenda électronique et le calendrier. Donc, c'est bien de savoir quand étudier, puis dans quel environnement le faire. Mais aussi, il faut être capable de s'organiser, inclure chaque matière. Quand tu es fin du secondaire, cégep, c'est sûr qu'on a des travaux à planifier, des examens, beaucoup de matières. Donc, si on a ces outils-là, puis on sait comment les utiliser, ça nous libère quand même de la place dans la tête pour justement avoir plus de place pour rentrer la matière aussi, puis ça nous permet de vivre un petit peu moins de stress aussi. Finalement, les ressources d'aide à l'étude. Donc, pour ceux qui sont au niveau primaire, secondaire, il y a le site Alloprof qui est bien connu de la plupart des gens. Donc, vous pouvez trouver de la matière, des explications, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez poser des questions aux enseignants, donc que ce soit par texto, courriel, forum de discussion. Il y a le Centre pédagogique La Renaissance à Laval qui a des frais, mais qui sont quand même très spécialisés en rattrapage scolaire, aide aux devoirs, le tutorat, la récupération. Finalement, au niveau collégial, le service de tutorat pour les étudiants et étudiantes dans lesquels sont les centres d'aide à l'apprentissage sont là pour vous aider aussi.
Donc, ça fait le tour pour notre première partie au niveau de l'organisation physique et mentale. Fait que je vais céder la parole à Amy pour la suite des choses. Merci. N'oublie pas ton micro, Amy. Oups, excusez-moi, j'avais oublié d'allumer mon micro. En fait, je voulais simplement dire merci à Marie-Catherine et à Ursule pour leur présentation intéressante. Vous me donnez plein de trucs, autant pour les gens qui sont aux études à distance que pour le télétravail. Voilà. Donc, je vous présente tout de suite Brigitte Belleville, qui va être notre prochaine conférencière. Elle est orthopédagogue et conseillère en services adaptés au Collège Montmorency. Elle va nous parler, entre autres, de comment organiser son temps d'études et de quelle façon étudier pour maximiser les apprentissages. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous poser des questions en tout temps dans le Q&A de la plateforme ou de vous diriger sur notre page Facebook. Donc, mais gênez-vous pas, posez-nous vos questions, on va les prendre à la fin des présentations. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je partage mon écran. Bon, alors, j'espère que vous m'entendez bien. En fait, le défi pour moi aujourd'hui, ça sera de présenter quelque chose sans voir les beaux visages qui sont derrière la caméra. Voilà, comme Amy a dit, mon nom c'est Brigitte Belleville, je travaille au Collège Montmorency. Et là, c'est-à-dire étudiants, c'est au cégep, élèves de 4e et 5e secondaire, c'est majoritairement vous aujourd'hui qui assistez à la rencontre. Donc, vous devez vous dire, un orthopédagogue, conseillère en services adaptés au collège, oui, ça existe. Et il y a peu de gens qui sont au courant. Si vous allez au collège, au cégep l'an prochain, bien, il y en a dans pas mal tous les cégeps. Nous, on est 5 au collège Montmorency, puis on vous attend si vous avez besoin de nous. Faites-nous signe, on sera là pour vous. Alors, je vais vous dire que dans ma présentation, dans le fond, c'est tout ce que je vais dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas moi qui ai dit j'ai le goût de leur parler de ça. Oui, j'ai le goût de vous parler de ça, mais en plus, c'est que ça vient de la recherche. Fait que je trouve ça important de vous le dire parce que moi, quand j'entends des conférences, je trouve ça drôlement plus intéressant de savoir que c'est cautionné par les recherches, que c'est vrai. Donc, c'est vrai, tout ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir vérifier ça sur le web après. Alors, je vais vous parler de stratégie d'études, comme Amy vous a dit. Alors, dans les stratégies d'études, je vais vous parler de plein de stratégies qui donnent des résultats. On appelle ça des pratiques probantes. Et il y a aussi des stratégies qui ne donnent pas vraiment de résultats. Et je ne sais pas à quel point vous allez être surpris, mais les deux stratégies que je vais vous présenter dans quelques instants, je les ai déjà utilisées quand j'étais étudiante, et je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui les utilisent encore. Alors, seriez-vous surpris si je vous dis que relire ses notes, je vais mettre des nuances dans cette petite phrase, ça ne donne pas vraiment de résultats. Évidemment, quand je dis relire ses notes, ça veut dire relire sans activer son cerveau, évidemment. Je vais en parler de long à large après. Et puis, étudier beaucoup la veille. Là, je pense que ça vous surprend moins parce que souvent, vous n'avez pas le choix. Pas que vous n'avez pas le choix, mais des fois, on n'est pas bien organisé, puis là, on procrastine, puis là, on n'a plus le choix d'étudier beaucoup la veille parce qu'on n'a pas étudié avant, et là, on le met le paquet. Donc, ça, c'est pas vraiment probant non plus. C'est pas vraiment quelque chose qui donne vraiment de bons résultats. Alors, moi, je vais vous montrer comment faire pour avoir de meilleurs résultats, même en étudiant à distance. Alors, sans faire vraiment plus d'efforts, parce que quand vous utilisez des stratégies qui sont moins bonnes, vous utilisez quand même, vous faites quand même des efforts, vous utilisez du temps pour faire ça, mais c'est moins payant. Et sans que ça prenne nécessairement plus de temps, parce qu'on va remplacer ces stratégies-là par d'autres. Alors, ici, Amy vous en a parlé là, tout à l'heure, c'est que je vais cliquer ici, il y a un petit tableau collaboratif. Alors ici, vous allez me dire quelles sont les bonnes stratégies alors selon vous. Alors, voilà ici. Alors ici, j'ai mis quelques post-it. Alors, vous avez juste à cliquer dessus pour aller changer. Alors, soyez pas gênés, votre nom n'apparaîtra pas.
Alors, c'est seulement pour aller à la pêche aux informations dans un but collaboratif. Quelles sont les stratégies efficaces selon vous pour étudier? Alors, on pourrait laisser une petite minute ici. Alors, merci. Merci à ceux qui participent. Je sais que les élèves de la commission scolaire de Laval, vous êtes en congé aujourd'hui, alors, ou peut-être que vous allez l'écouter en différé. Alors, révisez beaucoup, on a ça, et on a ceci est un test. Alors, on va continuer pour voir quelles seraient alors de meilleures stratégies. Alors ici, je vous présente une analogie de la forêt. L'idée ne vient pas de moi, c'est un neuropsychologue qui a fait des recherches, je vous en ai parlé au début, puis ça sera dans les références à la fin si vous êtes curieux de savoir ça vient de qui, là, c'est M. Steve Masson. Alors ici, la forêt. Alors dans l'image de gauche, vous voyez une forêt très dense dans laquelle il ne semble pas à première vue avoir un chemin prédéfini. En tout cas, moi, c'est sûr que si j'allais faire une randonnée là-dedans, je me perdrais assurément. Alors que dans l'image de droite, on voit qu'on est encore dans une forêt, mais il y a un chemin défini, il est droit, il est clair, le chemin, on sait où passer. Alors, ce que M. Masson nous dit, c'est que plus vous étudiez, plus vous multipliez les chances de réussite, évidemment, je ne vous apprends rien, mais plus vous étudiez, plus le chemin va être tracé, plus vous forcez les connexions dans votre cerveau, plus vous établissez des liens, plus vous allez retenir l'information. Alors, ce que ça dit, c'est que il faut, c'est pas du jour au lendemain. Hein? Si tu marches dans la forêt, à un moment donné, tu vas écraser un petit peu les petites brindilles, ton chemin va se faire tranquillement. Donc, le chemin dans ton cerveau pourra accéder aux éléments que tu as étudiés la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant. Mais plus tu fais ça, c'est comme si tu marchais dans ta forêt pour créer des liens dans ton cerveau, des façons de faire, tu deviens comme plus actif dans ton utilisation de stratégie, plus le chemin va être tracé, donc ça va être plus facile de passer dans la forêt, donc plus facile d'étudier. C'est sûr que si tu n'as jamais utilisé des stratégies probantes, puis tu n'as pas tant que ça de bonnes habitudes, puis tu dis, ouais, j'ai tendance à être un peu désorganisée, puis j'aime pas ça étudier. Bien, quand on n'aime pas étudier, c'est pas nécessairement qu'on n'est pas bon, c'est plus parce qu'on n'a pas l'habitude de, puis on n'a pas créé de bonnes stratégies et habitudes mentales. Alors voilà, plus on étudie, plus ça va ressembler dans notre cerveau un petit peu au chemin tracé dans notre cerveau. Ensuite, ici, voici la première stratégie. Tu étudies en fonction des questions qui ressemblent aux questions d'examen. Alors, si ton prof, par exemple, te passe des petits tests, tu vois quel genre de questions ça va ressembler ton examen. Donc, toi, tu peux te composer de ton côté des petites questions, puis là, tu réponds à ces questions-là. Là, tu vas dire, ouais, mais là, c'est facile, je compose mes questions moi-même, je connais un peu les réponses. Bien, regardez bien. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, le petit webinaire, c'est pour l'école à distance. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai eu comme expérience avec des étudiants au Collège Montmorency qui trouvaient ça donc difficile d'être à distance puis de ne pas avoir cette collaboration avec d'autres étudiants. Alors, je leur ai suggéré, regarde, de ton côté, compose-toi 2 questions qui seraient probables que ton prof te pose pour les examens. Puis là, après ça, avec des collègues de classe, demande-leur aussi de composer chacun 2 questions. Puis là, ils se sont réunis, un petit groupe de 3-4. Puis là, ils répondaient, mettons, il y a l'étudiant 1 posait ces 2 questions. Là, il entendait les 3 autres répondre. Puis là, pendant ce temps-là, ça se construit dans sa tête. Le chemin dans la forêt devient plus clair, plus balisé. Donc, ça force d'autres connexions parce que tu entends les autres, puis apprendre avec les pairs, avec ce que les autres ont compris de la matière, ça peut permettre de venir combler les trous, les espaces où est-ce que tu n'avais pas nécessairement bien compris. OK? Ça, c'est quand tu écoutes les autres. Et toi, quand tu réponds aux questions des autres, ça va te permettre de dire, ouais, ça, je pensais que je le savais, mais finalement, je ne sais peut-être pas tant que ça. Je vais aller revoir ça dans mon étude. Donc, tu sais, c'est pour ça que l'image, ça dit échange de tests. Tu peux t'échanger des tests, mais aussi, étant donné qu'on est à distance,
tu peux être un leader puis dire à tes camarades de classe, hey, on se fait dessus, on étudie chacun de notre côté, on se compose chacun 2 questions d'examen, puis on se rencontre là, vendredi à 4 heures pour s'échanger ça puis se faire une pratique d'examen. Ça peut être une façon très dynamique. Alors, voilà, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, stratégie numéro 2, c'est de te faire un plan de match. Hein? Tu sais, on parlait d'organisation, hein? Tout s'emboîte quand on est mal organisé, on étudie moins, on procrastine. Bon. Alors, voici ici, c'est pas très clair comme image, mais je vais te la montrer à la prochaine diapositive, ça va être plus clair. Fait que nous, au Cégep, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Donc, si l'année prochaine ou dans 2 ans, vous venez nous voir, on va pouvoir vous aider à cet égard-là. Donc, c'est une grille de planification pendant 15 semaines parce que chaque session comporte 15 semaines. Puis là, dans le fond, tu ouvres tes plans de cours, puis là, tu vas voir tous tes examens, tes évaluations, les travaux à remettre, tout ça. Puis là, si tu la regardes à l'horizontale, tu vas voir, ah, à la semaine 4, et mon Dieu, j'ai 5 examens, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu vas aller voir, tu vas mettre ta pondération. Ça, c'est une affaire avec laquelle vous êtes peut-être moins... vous savez, c'est quoi là, la pondération, là, les élèves, mais je ne sais pas si vous étudiez en fonction de la pondération, peut-être que vos profs vous le disent, mais tu sais, la pondération, c'est à la semaine 4, tu as 5 examens, tu vas dire, hey, celui-là, cet examen-là, il compte pour 5 mais l'autre pour 30. Alors là, c'est en ligne combien d'énergie tu peux mettre là-dessus. Alors, dès le début de la session, tu établis tes priorités. Tu sais, il y en a qui travaillent à temps partiel aussi à l'extérieur. Tu planifies. Fait que voici ici une image un petit peu plus claire. Fait que là, même si tu es encore au secondaire, tu peux t'en faire toi-même une grille comme ça. Là, tu sais, ça prend 5 minutes à faire là, sur Word, pas besoin d'avoir toutes les dates comme on a ici. Là. Fait que voilà, tu peux aussi y aller. La grille précédente, c'était comme macro, là, une grosse organisation pour toute ta session, alors qu'ici, ça peut être ton horaire hebdomadaire. Fait que dans le fond, ici, en bleu, tu vois que c'est tout l'espace où tu es susceptible d'être à l'école. Mais tu sais, il y a 24 heures dans une journée, peut-être que tu travailles le vendredi soir, tu peux mettre ça à l'horaire. Puis là, tout à l'heure, Ursule et Marie-Christine, ils parlaient beaucoup de, hey, mettons, dans mon horaire, je suis plus en forme le matin, bien, je vais mettre mes périodes d'études le matin, ou toi, ça peut être le soir. Fait que si tu le mets à l'horaire, ben tu sais, ça peut beaucoup t'aider à te dire, hey, regarde, je suis mon plan, ça aide plus là. Alors, tu mets tes périodes d'études, tes temps libres aussi, hein, super important de se récompenser pour décompresser. Surtout quand on trouve ça difficile d'être à distance, c'est toujours devant notre ordinateur, de dire, regarde, je fais un autre 20 minutes d'études, là, puis après ça, je vais aller prendre une marche avec mon chien, par exemple, dehors. Moi, ce serait une super récompense pour moi. Alors, c'est à vous de trouver vos récompenses. Stratégie numéro 4, la récupération espacée. Alors, ça le dit, c'est que, tu sais, c'est pas juste, on étudie la veille pendant 5 heures, là, on espace tout ça. Alors, sur les petites images, on voit là qu'il est préférable de répartir 5 heures de travail sur plusieurs jours plutôt qu'en une seule fois. Puis réviser les notes de cours après chaque cours, mais pas tout de suite après, selon la recherche, ou bien si tu les révises tout de suite après, c'est une courte révision. Si tu oublies des notions, pas de panique, ça nous dit juste qu'il faut réviser encore. Je suis tannante avec mon analogie de la forêt, mais tu sais, c'est pas en marchant une fois dans la forêt que ça va être clair pour toi dans ton cerveau, tout ce chemin balisé là. Alors, ça prend plusieurs fois à ce que ça soit clair pour toi et que les connexions soient bien établies. Alors, si tu dis, ben oui, mais ça ne fonctionne pas, là, la stratégie que tu me donnes, mais c'est progressivement, c'est pas du jour au lendemain. Alors ici, c'est pour vous montrer comment la récupération est passée. Alors, c'est une super image que ma collègue Isabelle, qui va être après moi, m'a partagée. Merci Isabelle. Alors, ici, on voit qu'après une étude, seulement après la première étude, il y a seulement 50 ça baisse en bas de 50 de ce qu'on retient, alors qu'après la troisième étude, c'est beaucoup meilleur. Puis après un mois, ça baisse. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier vraiment souvent. Alors, là, je vais vous faire un petit pitch de vente. Désolée pour mon anglicisme. Parce que des fois, notre travail, les orthopédagogues, c'est vous parler des stratégies, mais il faut vous les vendre aussi pour vous convaincre de les utiliser. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez avec mon image de Gaston Lagaffe qui disait avoir plus de résultats sans faire plus d'efforts? Bien, écoutez bien ça. Alors, ton cerveau s'active davantage quand il y a plusieurs périodes d'études espacées. On l'a vu tout à l'heure. Et la nuit, quand tu dors, imagine-toi donc que ton cerveau consolide les réseaux de neurones et il les réactive pendant que tu dors. Là. Fait que ça veut dire que tu n'es pas en faisant plus d'efforts.
Donc, tu vas apprendre plus et oublier moins vite si tu utilises cette stratégie-là. Ici, stratégie 5, l'entraînement par la récupération. Alors, ça, là, c'est contre-intuitif. Hein? D'habitude, quand tu étudies, tu ouvres ton cahier, tu étudies. Là, c'est un peu le contraire. Alors, tu mets de côté toutes tes notes de cours et là, tu dessines ce que tu te rappelles avec des schémas, tu écris ou tu te promènes puis tu te dis à haute voix, bon là, j'ai étudié ça, j'ai compris ça, puis après, tu ouvres tes notes pour voir qu'est-ce que tu as oublié. Alors là, là, c'est le temps de sortir tes crayons fluo pour dire, bon, ça, je le mets en surbrillance, ça, je ne l'ai pas réactivé dans ma tête. Je m'excuse, je vais un peu vite, là, je vois que le temps file. Alors, tu vérifies l'exactitude et tu combles les trous de ce que tu as oublié. La récupération est difficile, bien, retrouve tes supports de cours et va les reconsulter, ferme-les. Ça force ton cerveau à faire des liens. Alors, la lecture active par l'élaboration. Alors, ça veut dire que tu te poses des questions pendant que tu lis, pendant que tu étudies. Je parlais beaucoup de lecture active, hein, parce que juste relire des notes, on a vu que ça ne donnait pas grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on dit de faire de la lecture active. Alors, pourquoi les choses fonctionnent ainsi? Trouve des réponses dans tes supports de cours et discute-en avec des camarades. Et c'est pas tout. Pendant que tu lis de façon active, tu fais encore des connexions. Tu peux dessiner des schémas avec deux idées qui interagissent ensemble. Ça force encore les liens du cerveau. Tes propres souvenirs, tes propres expériences, essaie de greffer ça. Tu sais, mettons que tu as eu un cours de biologie, puis là, tu t'en vas courir, puis là, tu as mal à quelque part, puis là, tu fais des liens avec quelque chose que tu as appris, avec un documentaire que tu as vu sur Netflix. Ça force aussi à tout ça. Voici les exemples. Double codage, c'est-à-dire utilise le plus de façon. Oh! Ça veut dire que ça fait 15 minutes. Oh! Désolée. Donc, je prends 30 secondes pour terminer. N'hésite pas à avoir recours à des bandes dessinées, des schémas, des graphiques, des infographies, une frise chronologique pour quelque chose en histoire, parce que double codage égale plus de chances de s'en souvenir et pour toujours, pour plus longtemps, plutôt que seulement pour le lendemain pour l'examen. Faire revenir les différentes formes visuelles dans ta tête. Bon, on va passer vite. Oublie pas qui est dans ton équipe pour réussir. Hein? Moi, je me rappelle une fois, j'avais entendu Grégory Charles dire que sa mère, qui l'avait beaucoup poussé dans sa vie et stimulé, elle avait dit, écoute, tes profs là, sont dans ton équipe. Fait que vas-y. C'est ton prof, là, il y a plein d'étudiants, peut-être qu'ils ne pensent pas, ils ne devinent pas c'est quoi tes questions. Donc, tes profs, tes enseignants, ton orthopédagogue ou ton conseiller en service adapté au collège. Prends des rendez-vous avec eux, tes collègues de classe. Et ça, c'est la dernière diapo qui fait un petit résumé. Donc, étudie plus souvent, mais moins longtemps. Révise plus d'un sujet durant ta période d'études. Tu peux promener un petit peu d'une idée à l'autre pour faire plus de liens. Prépare-toi un calendrier pour tes périodes d'études pour être plus organisé. Étudie un peu la veille, mais avec plusieurs fois, et dors bien parce que tu sais que ton cerveau continue d'être actif pendant ce temps-là. Voici mes références. Alors, voilà. Super, mais merci beaucoup Brigitte pour toutes ces pistes. Je pense qu'on va tous savoir comment étudier plus intelligemment de manière à maximiser nos apprentissages. Donc, sans prendre trop de temps, je passe le micro à Isabelle Delage, qui est notre dernière conférencière, mais non la moindre. Donc, orthopédagogue et conseillère en services adaptés au Collège Montmorency. Elle nous aidera à mieux comprendre et surmonter le stress, la procrastination, qu'on vit tous et toutes beaucoup ces temps-ci, et qui vont souvent main dans la main aussi. Donc, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Alors, voici, je vous présente la roue infernale. Vous la connaissez tous, cette roue culpabilisante de la procrastination et du stress. Quand je fais rien, je culpabilise, je me sens incapable et ça recommence et ça recommence. Alors, c'est de ça qu'on va parler. J'aurais pu commencer par la procrastination parce que ça peut être la procrastination qui cause le stress, mais ça peut être aussi le stress qui cause la procrastination. Alors, c'est une roue, hein? Mais on y va en premier avec le stress. Alors, selon des scientifiques du Centre d'études sur le stress humain,
c'est-à-dire il y a une conférence qui est donnée par Sonia Lupien, qui est la directrice de ce centre-là. Là. Ça a lieu jeudi de midi à 1h. Je vous le recommande chaudement. Je reviens là-dessus parce que selon moi, c'est un résumé à retenir sur le stress. Elle vous dit, elle, Madame Lupien, qu'il y a 4 menaces. 4 menaces qui causent inévitablement le stress. On peut avoir 1, 2, 3 ou les 4 ingrédients. Plus on a d'ingrédients, plus la recette est explosive, vous allez voir. On va regarder ça un par un, mais ce qui est important de comprendre, c'est une fois qu'on a identifié la menace, une de ces 4 menaces-là, ben, selon Mme Lupien, il y a toujours une solution. C'est à nous d'identifier ce qui peut réduire, ce qui peut nous redonner le contrôle face à cette menace-là. On va regarder ça ensemble. Donc, le premier ingrédient, selon Mme Lupien, c'est le contrôle faible. On le sait, pendant la pandémie, ce que vous nous dites, c'est que vos cours vont vite. Ça va vite, c'est gênant de poser des questions et on dirait que tout le monde a un trouble déficitaire de l'attention. On a de la difficulté à rester attentif, surtout quand les cours ne sont pas en direct. Alors, au collégial, on a ça. Au secondaire, peut-être moins, mais quand même, la distance fait que c'est plus difficile. Alors, je n'ai pas nécessairement, moi, la recette, mais ce que j'entends parler comme solution, ce qui peut être possible, ben, on en a déjà fait allusion, là, les précédentes intervenantes avant moi. Ben, vous avez des amis avec qui on peut partager des questions. Vous avez des professeurs qui sont là, qui ont des moments où ils sont disponibles. On peut leur écrire sur Teams, un courriel. Et il y a les différents centres d'aide, Alloprof, ça aussi, ça a été mentionné. Reprendre le contrôle. Deuxième ingrédient, c'est l'imprévisibilité. Vous savez, on est tous branchés sur nos différentes plateformes, puis là, tout à coup, ah ben merde, le son ne fonctionne pas, ou on entend un retour de son. On s'est trompé de plateforme, on pensait que c'était sur Moodle, mais finalement, c'était sur Teams, une panne de Wi-Fi. Vous les connaissez tous. Ben là, il y a un bout où on n'a pas le choix, il va falloir accepter, parce que prévoir l'imprévisibilité, c'est impossible. Hein. Mais on vous a aussi parlé auparavant de la planification. Hein, Ursule a parlé de l'agenda. Brigitte vous a parlé d'une grille de planification. Ben ça réduit les imprévisibilités. On voilà des solutions. Troisième ingrédient, la nouveauté. C'est clair que la situation de la pandémie nous a amené tout plein de nouveautés. Hein. Alors, on a découvert de nouveaux amis. Mais tout ça, on a des solutions. À Montmorency, on a une équipe Teams qui s'appelle l'écran, donc qui sont une équipe de support pour chacune des plateformes. Donc, il y a les YouTube hein, aussi. Hier soir, moi, j'étais confrontée avec une difficulté de partage d'écran subtil. Ben, sur YouTube, j'ai réussi à trouver une solution. Alors, c'est possible d'en trouver des solutions. Il faut juste identifier qu'est-ce qui nous stresse. Est-ce que c'est la nouveauté qui nous stresse et ensuite trouver les solutions. Et finalement, le quatrième élément, selon moi, le plus sensible, c'est l'ego menacé. Hein, ce que vous nous dites, c'est « Oh mon Dieu, ouvrir la caméra, c'est tout un défi. » Demander de l'aide, poser une question dans une classe à distance, là, on a de l'air complètement bizarre. Là. Non, c'est comme un défi poser une question. Ça s'appelle le travail d'une vie. Hein. Alors, mais si au moins vous êtes capable d'identifier que c'est votre ego qui est menacé, ben, peut-être que ça va vous aider à identifier c'est quoi qui vous stresse. C'est quoi
l'élément volatilité. Alors, ben, là aussi, une autre chose que je trouvais intéressant par rapport à la procrastination et au stress, c'est d'identifier, parce que là, on parle des études, des étudiants qui réussissent bien, qu'est-ce qu'ils font pour bien réussir? Parce que ça peut vous faire diminuer le stress et ça peut vous donner des outils. Alors, il y a quelques années, il y avait eu une grande recherche qui était intéressante, qui a fait ressortir que les étudiants qui réussissaient le mieux, une des stratégies qu'ils utilisaient, un des éléments qui ressortait tout le temps chez eux, c'est qu'ils évitaient la procrastination. Alors, facile à dire, on va regarder après qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter la procrastination. Un autre élément qui revenait souvent, c'est l'étude. Alors, ils étudiaient régulièrement. On vient juste de vous le dire, là, il vaut mieux étudier souvent, mais pas longtemps. Brigitte en a bien parlé juste avant moi. Alors, ça peut vous éviter le stress. Et bien gérer son temps. Vous voyez, tout est cohérent là, dans notre présentation, tout se tient. Une autre chose que je trouvais intéressante, une recherche que j'ai étudiée, j'ai lue dernièrement, vous savez, au mois de janvier, tout le monde a de bonnes résolutions pour commencer la nouvelle année. Alors, tout le monde se dit qu'ils vont faire plus de sport. Alors, des chercheurs ont dit, bon, on va faire 3 groupes. Puis, avec notre premier groupe, on va leur dire, notez le nombre de fois que vous faites du sport dans une semaine. Donc, c'est comme le groupe témoin, si vous voulez. Deuxième groupe, ils ont dit, faites la même chose. Notez quand vous faites du sport dans la semaine, mais en plus, nous, on va essayer de vous motiver. On va vous faire lire le bienfait de l'exercice, des articles. On va vous faire des présentations sur les bénéfices de faire du sport. Et le troisième groupe, on a dit, on va faire la même chose que le groupe numéro 2. Hein, vous allez noter, puis on va vous faire des présentations, des lectures. Mais en plus, vous devez écrire dans votre calendrier, dans votre agenda, quand est-ce que vous faites du sport, à quel moment et où. Alors, les résultats de cette recherche-là. Alors, notre premier groupe et le deuxième groupe, parce qu'on s'est aperçu que la motivation n'avait pas une grande différence entre lire les bienfaits et de faire des présentations. C'est à peu près le même résultat. 35 à 38 faisaient du sport une fois par semaine. Fait que la motivation, ça se donne pas à quelqu'un. C'est pas facile à donner. C'est intrinsèque. Un grand mot pour dire en dedans de nous. Mais le troisième groupe, vraiment intéressant, de façon spectaculaire, faisait plus qu'une fois par semaine. 91% faisaient plus de sport plus qu'une fois par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir sur la procrastination? Je trouve que ça nous parle pour les étudiants collégiens. On est au début de la session, vous avez tous vraiment de bonnes résolutions, vous allez mieux faire que la session prochaine. Bien, pour se mettre au travail, il ne faut pas que vous attendiez d'être motivé. Hein? Ce qu'il faut faire, devinez, ben, il faut juste le planifier, le mettre à votre agenda et le faire. Alors, en indiquant exactement où, hein, on vous a dit tantôt, je pense que c'est Ursule qui disait reprendre exactement les mêmes moments, identifier est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir. Brigitte vous a dit de le planifier dans votre grille horaire, donc de le planifier et on ne se pose pas de questions, c'est comme un abonnement au gym, on y va, c'est inscrit, on le fait. Pas attendre que, est-ce que je me sens bien? Non, on le fait. Alors, je vais aussi vous parler concrètement de façons pour éviter la procrastination. Alors, j'ai travaillé un jour avec un professeur qui disait une phrase qui était succulente, je trouve. Il disait,
On mange un éléphant une bouchée à la fois. Alors, quand vous vous retrouvez souvent face aux grandes tâches, aux examens très lourds à étudier ou à un travail très lourd à faire, ben, il faut seulement fragmenter, manger à petites bouchées que vous avez à faire, souvent par objectif. Alors, je peux commencer avec l'introduction, je peux commencer par les 2 premières questions. Hein, on a parlé tantôt du temps de travail, je vais y revenir d'ailleurs. Donc, fractionner la tâche. Est-ce que vous connaissez la technique Pomodoro? La technique Pomodoro, c'est une technique pour gérer le temps. On en a parlé au début de la rencontre, la gestion du temps. Alors la technique Pomodoro, c'est l'idée que pendant 25 minutes, 25 minutes, c'est le temps maximum où on reste attentif à une tâche, vous allez porter votre attention sur un seul objectif. Mon introduction, mes 2 premières questions. Alors, vous allez laisser de côté le cellulaire, vous allez avoir mangé, être allé aux toilettes, mais pendant 25 minutes, vous allez essayer d'atteindre votre objectif. Ensuite, une courte pause, 3 à 5 minutes. Ce qu'on fait après, on réenfile un autre Pomodoro. On peut en faire comme 4 Pomodoro, ce qui est l'équivalent de 2 heures. Et après ça, on se prend un bon 30 minutes de pause. Et la dernière étape, c'est d'évaluer. Bon, OK, je coche tout ce que j'ai fait. OK, j'ai été productif. Ça marche pour moi, le Pomodoro. Donc, en résumé, ma partie, c'est, bon, si tu es stressé, là, essaye d'identifier c'est quoi ton stresseur, c'est quoi la menace, puis essaie de trouver une solution. Ensuite, donc, ce que je viens de dire, modifie cette menace. Pour la procrastination, ben, on mange un éléphant, une bouchée à la fois. N'attends pas d'être prêt à travailler. Planifie-le. La stratégie, c'est vraiment l'organisation et la planification. On arrive à vraiment beaucoup avec ça. Puis le Pomodoro, je vous le dis, ça a l'air simple, mais il faut l'essayer. Ça marche. Il y a plein de sites sur le web où on vous parle du Pomodoro. Allez voir ça. Donc, finalement, je vous dirais qu'avec un talent ordinaire, mais avec une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir. À toi de jouer. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très, très intéressant. Je pense qu'on est nombreuses à vivre les défis que tu viens de décrire. Donc, ça nous amène maintenant à la période de questions. Oups, excusez-moi, je suis en train de jouer avec les fenêtres. Donc, gênez-vous pas, il n'y a pas de questions, toutes les questions sont bonnes. Donc, soumettez vos questions dans la section Q&R de la plateforme pour qu'on puisse les passer. Pour l'instant, il ne semble pas avoir de questions. Moi, j'en aurais une pour vous. Je me demandais si on serait en mesure de dire aux jeunes qui nous écoutent comment ils pourraient entrer en communication avec vous, que ce soit des élèves du Collège Montmorency, comment ils peuvent vous joindre ou au Carrefour Jeunesse Emploi. Peut-être leur parler brièvement de ce que vous offrez comme service, puis comment ils peuvent entrer en contact avec vous. Donc, je peux y aller pour ce qui est du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, en fait, nous, on offre une panoplie de services pour les jeunes qui sont âgés entre 16 et 35 ans et qui habitent là, sur le territoire de Laval. Donc, on a des services autant des conseillers en orientation qui sont là pour vous guider à travers des ateliers ou des rencontres individuelles pour ce qui est de la recherche d'emploi. On a des conseillers en orientation aussi, évidemment. Nous autres, on a des intervenantes en persévérance scolaire. On a des programmes aussi en réinsertion socio-professionnelle. Oui, il y a aussi de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de projets. Aussi, il y a un nouveau projet là, qui s'appelle Visa, mais je voulais dire PASSI en premier, qui est pour les nouveaux arrivants, pour les aider là, justement là, à faire toutes les démarches avant de pouvoir aller sur le marché du travail.
ainsi qu'un programme qui s'appelle Visa Destination Emploi, qui est pour faire des stages rémunérés dans un emploi qui nous ressemble. Puis on est accompagné là, par les jeunes sont accompagnés par des professionnels, merci, autant dans le milieu de stage que par un intervenant ici au Carrefour. Fait on a tout le temps des nouveaux projets. Vous pouvez aller sur notre site Internet ou sur notre page Facebook là, si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Merci. Pour le Collège Montmorency, Amy, eh ben, c'est facile, c'est le service d'aide à l'apprentissage. Alors, les étudiants par le Teams, ils peuvent faire ACCSAA. Donc, c'est pour l'accueil du SAA. Donc, que ce soit pour des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sentent que ça marche pas comme d'habitude, on n'a pas besoin d'avoir un trouble d'apprentissage, un diagnostic en bonne et due forme. Là. Alors, on est là pour l'ensemble des étudiants, mais on est aussi, entre autres, là, pour les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage, dyslexie, trouble déficitaire de l'attention, ainsi de suite. Là. Donc, chez nous aussi, on a des conseillers d'orientation, on a du psychosocial, donc des intervenants psychosociaux de différents champs. Là. Et on est plusieurs, comme Brigitte l'a dit, là, conseillers en service adapté, qui sont des orthopédagogues, donc pour accompagner les étudiants vers la réussite. J'ajouterais aussi, là, c'est tout parfait ce qu'Isabelle a dit. Puis, tu sais, elle a nommé qu'on accueillait ceux qui avaient des diagnostics et ceux qui n'en avaient pas aussi pour les aider. Par contre, si jamais tu es étudiant, tu es élève au secondaire, tu t'en viens au cégep et que tu as un diagnostic, fournis-nous le papier, ça va aider dans le fait de peut-être débloquer des mesures pour toi d'adaptation, d'accommodement. Alors, ça va aller plus vite si tu t'occupes de numériser ça puis de nous envoyer ça par courriel ou papier, tout simplement. Parfait. Ce que je proposerais de faire, c'est d'envoyer aux participants un courriel avec ces informations-là. Comme ça, ils auront vos coordonnées pas trop loin. Et il y a quelques questions qui viennent d'entrer concernant la possibilité de rediffusion. Donc, je pourrais déjà vous informer qu'on a l'intention de rendre la rediffusion disponible. Donc, le lien de l'enregistrement vous sera envoyé par courriel. Vous allez pouvoir le réécouter en classe, à la maison. Donc, ça va être accessible, ainsi que les présentations. Donc, peut-être qu'il y a certaines parties où on a dû passer rapidement parce qu'il nous manquait du temps, mais vous allez pouvoir avoir accès à ces présentations-là. Il y a aussi une question par rapport à la posture de travail idéale, mais peut-être que vous pourriez, la personne qui l'a posée, pourriez-vous nous donner plus de détails peut-être sur cette question? Ou je sais qu'on a passé peut-être rapidement sur cette partie-là. Sinon, ça fait le tour des questions pour le moment. En attendant que la question soit complétée, je pourrais peut-être remercier les conférencières pour leur contribution, leur précieuse participation à ce projet-là. Donc, Marie-Catherine Robitaille-Rebello et Ursule Desjardins du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Isabelle Delage et Brigitte Belleville du Collège Montmorency. Vraiment un grand merci pour votre contribution aujourd'hui, de partager votre expertise avec les élèves et nous aussi. Un grand merci aussi à Christian Choret du Centre de services scolaires de Laval pour son soutien technique, son expertise, et à ma collègue Véronique Saint-Louis, qu'on ne voit pas présentement, mais pour avoir soutenu le bon déroulement de la conférence. Donc, un grand merci. Juste voir s'il y a d'autres choses qui est rentré. Non. Alors, cela mettrait fin à notre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire en mots de la fin, mesdames? C'est bon? Parfait. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. Je vous enverrai le lien de rediffusion dans les prochains jours. Si vous avez d'autres questions, je vous enverrai aussi les coordonnées de chacune de nous pour que vous puissiez entrer en communication avec nous. Donc, sur ce, merci encore une fois, puis nous souhaitons des belles journées de la persévérance scolaire. Merci. Merci à toi, Amy, aussi, d'avoir organisé tout ça. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée.